Mesdames et messieurs, bienvenue à la saison 2 de H2H Academy Podcast. Très content d'être là de retour avec une ambiance différente de la dernière fois. Oui, on faisait ça de chez nous à la maison parce que c'était pas notre priorité de mettre autant d'efforts, d'énergie dans le podcast. Mais là, cependant, on a décidé de se gâter puis de vous gâter en même temps puis d'y aller avec la totale. On a décidé d'engager Agence Ludique Émile Gagnon qui nous aide avec la création de ce merveilleux podcast-là. Fait que vous allez l'entendre souvent, il va revenir. C'est notre commanditaire principal dans le lancement de cette deuxième saison-là. Pour commencer, moi puis PL, on adresse des sujets assez croustillants. Encore une fois, on va parler un peu de la récession, ou est-ce que c'est une récession encore qu'on vit en ce moment, par un petit clin d'œil à l'épisode 1 qu'on avait autrefois fait dans notre saison 1. On a parlé aussi d'offres, de demandes. Est-ce que l'offre que vous offrez en ce moment répond à une réelle demande dans le marché? On parle d'AI, on parle aussi de déléguer des jobs ailleurs dans le monde pour être capable d'être plus compétitif. Donc, je vous souhaite un excellent épisode pour cette deuxième saison. Are you behind on your credit card bills? Good, pick up the phone and start dialing. On vend pas comme on consomme, right? Malheureusement, tu laisses aller ton client à la compétition. Donc, mesdames et messieurs, très content d'être là aujourd'hui pour notre retour officiel de la saison 2. PL, content d'être là en live aujourd'hui? Ouais, je tiens à te féliciter, man. T'as réussi à me sortir de mon sous-sol, prendre mon véhicule et me faire bouger dans un studio de podcast. Mais l'expérience est déjà très cool, honnêtement. De voir tout le setup qui est mis en branle. Félicitations pour vous autres. Je suis content d'être là. Bien craqué pour attaquer cette nouvelle saison de cette façon-là. Je suis très content de t'avoir closé à la fin de la journée. Mais tu sais, faut le dire à tout le monde, là, je l'ai closé pour qu'on vienne à Québec pour commencer au lieu de Montréal. Mais on va avoir des épisodes qui vont être tournés à Montréal aussi. En fait, ça fait longtemps qu'on n'avait pas tourné d'épisode. On a beaucoup de contenu en fait en banque. On va avoir beaucoup d'invités dans cette deuxième saison-là aussi. C'est un peu la thématique qu'on veut apporter. Inviter du monde qui justement viennent nous parler de c'est quoi les ventes pour eux, le parcours entrepreneurial, les défis qu'il y a derrière ça, parce que on a quand même évolué beaucoup dans les 2-3 dernières années. Puis je pense même depuis qu'on a... la dernière saison était très technique. Ouais. On a donné des trucs, des conseils. C'était le monde, il pouvait mettre ça en pratique au day-to-day. Fait que ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est simple de voir les titres de nos podcasts puis de juste aller travailler des enjeux, que ce soit la pré-qualif, la vente. Mais je trouve que, on s'en rend compte, plus qu'on travaille avec des clients, ça fait quoi, 500 clients passés qu'on a, le 550 peut-être même à l'heure actuelle. Oui, la vente, c'est un enjeu, mais alentour de ça, on se rend compte souvent que la personne, elle a on va dire, une éthique de vie de merde, mais c'est très difficile de la faire vendre. Elle a une business qui n'est pas profitable. Ça sert à quoi de faire des ventes à quelque chose qui n'est pas profitable? Fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de layers à ça. Puis, H2H, autant qu'on est toujours spécialisé dans la vente, on va être capable de toucher un peu plus de sphères parce que c'est important d'en parler, c'est important de conscientiser aussi. Puis que les gens qui veulent augmenter leur vente, ils comprennent que il y a d'autres layers à travailler à l'entour de ça. Puis justement, là, ce que tu dis, là, les autres layers, ça nous a apporté à ouvrir d'autres offres de services puis d'autres entreprises. Fait que je pense que ce tournant-là devenait obligatoire pour une saison 2. Peut-être aussi beaucoup plus sharp avec les caméras, etc., les micros. On est rendu là dans notre business. On a acquis une forme de maturité, mais de pouvoir ouvrir les horizons sur divers enjeux. Comme tu as raison, là, si t'es pas en forme, si t'es pas en santé, tu fais de l'embonpoint puis tu te prends une brosse à tous les soirs. Je peux te montrer, tu peux être le meilleur vendeur de la planète, mais on réussira pas à te faire performer outre mesure. Fait que bien d'accord. Puis d'aussi d'aller comprendre les histoires à succès de certains entrepreneurs. Puis pas obligé d'être des entrepreneurs qui sont devant les Kodak à la journée longue puis qui sont sur tous les podcasts. Il y a des entrepreneurs de PME qu'on veut rencontrer qui sont pas des gens qui sont sur les médias sociaux autour de bras, mais qui ont des foutus belles business puis qui ont des belles histoires à raconter. Puis moi, c'est ces gens-là que je veux recevoir. Là, 100%. Puis j'ai hâte de voir ça va être quoi notre panel parce qu'on a déjà comme des gens sur la liste qu'on veut inviter. Mais si, puis je m'adresse à tout le monde, si vous avez des entrepreneurs inspirants ou si vous êtes un entrepreneur qui avait vécu des défis puis qui a vécu de la croissance, du up and down, parce que la croissance, ça vient avec des asti de down aussi. Hein? We know what we're talking about. On serait content d'en parler, tu sais. Puis si vous êtes à l'aise de venir discuter avec nous, parce qu'on a des croyances très ancrées par rapport à la vente, par rapport à comment on travaille. Fait que c'est pas tout le monde non plus qui adhère dans ce sens-là. Mais bref, je tiens à dire une chose, la raison pour laquelle on a flippé le podcast pour le mettre 100% en ligne, parce que nous, on parle
de stats, de marketing, de tout ça, ben on a fait une analyse. Ben en fait, tu as fait cette analyse-là initialement, que tous les gens qui écoutaient notre podcast, qui venaient en appel de vente avec nous, qui venaient pour prendre nos services, tout closing était dans le tapis à 200%. Ouais, ça l'a fait exploser le tout closing. Puis, tu sais, il est même arrivé une histoire qui m'a fait particulièrement rire. Tu sais, moi, je me prends pas pour un autre, là, tout le monde le connaît. Là, tu sais, je vais sacrer dans le podcast. Tu sais, je vis dans mon sous-sol. Pour moi, je suis un être humain comme les autres. Puis, Émilie qui débarque en appel avec moi. Puis, comme, mon Dieu, je suis stressé. Je rencontre Pierre-Luc, le gars que ça fait 60 heures que j'écoute. Tu sais, fait que moi, je trouve ça cool. Puis, tu sais, même quelqu'un qui me connaît même pas, je suis comme, ben, va écouter mes podcasts. Puis, on va se parler après. Parce que si mon ADN correspond pas à tienne, tu vas t'en rendre compte très, 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 très rapidement. Là, parce que notre façon de penser est assez singulière. On a un langage grivois qui est très assumé, puis c'est notre marque de commerce. Si ça ne fit pas, there's no fucking problem. Ça ne marchera pas. Ah, puis, ben, bref, tout ça pour dire que finalement, on n'avait pas mis une scène dans ce podcast-là depuis le départ, mis à part du temps. Puis oui, notre équipe travaillait, cependant, c'est vrai, notre équipe travaillait en arrière de ça. On avait du montage vidéo, même si c'était fait en ligne. Mais on n'avait pas investi. D'ailleurs, aujourd'hui, je tiens à dire qu'on a Agence Ludique qui est là, qui est Émile en arrière, on va lui dire un salut, qui s'occupe de faire notre podcast puis de mettre ça sur la grosse coche. Ce que vous voyez en termes d'image, de son, de qualité, on n'avait pas ça avant. J'ai aucune idée de comment ça va sortir parce qu'on est à notre premier épisode en ce moment. Mais je suis sûr que ça va faire quand même une différence un peu pour l'audience d'avoir quelque chose d'un petit peu plus de qualité. Puis pour bien représenter notre marque aussi, on était rendu à faire mais ça. c'est ce qu'on preach. T'sais, on a commencé, ben, j'avais mon mur avec des patchs de plâtre, puis tu sais, genre mes vélos en arrière, ma maison n'était pas finie de construire, puis on a évolué, puis on a grandi. Même chose pour toi, la qualité audiovisuelle, c'était de la merde. Mais les gens écoutaient le contenu, puis on nous aimait pour ça. Au départ, genre, crime à regarder ça, ils partent from scratch. Il y en a qui avaient une certaine réticence, puis aujourd'hui, ils nous donnent beaucoup plus de crédit. Mais là, on est rendu au moment où est-ce que la business est mature, puis t'avais fucking raison. On s'était pas plaguing. On aurait pu se payer ça avant, mais tu sais, on n'avait pas de besoin, on était tellement loadés, on a décidé de réduire un petit peu notre charge de travail, de clientèle qu'on prenait pour se concentrer davantage sur faire grossir cette business-là et les autres dans lesquels on travaille à l'heure actuelle. Fait que, bref, tout ça pour dire, crissement content d'être là avec un setup comme ça, puis Émile qui est là en arrière. Aujourd'hui, sujet de la journée, somme toute sensible un petit peu, je dis tout le temps ça. Hein? On dirait on revient dans le pattern. J'étais habitué d'être en arrière de mon ordi, mais là, je vais revenir dans mes vieux patterns. Sujet sensible un petit peu. C'est-tu moi où il y a du monde qui vend de l'air en 2024? Je sais pas si c'est le 100 million offer de Alex Hormozy qui a comme créé ce genre de pattern-là ou d'espoir. Puis, tu sais, je veux pas enlever l'espoir des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer, mais on dirait que des offres bullshit qui veulent rien dire, il y en a un paquet. Ben là, on n'est pas loin, tu sais, du shiny object syndrome, même à la limite, là, les promesses sont démesurées, tu sais, puis est-ce que tu pourrais, mettons, me dire concrètement un exemple là, pour notre audience? Parce que tu le dis comme ça, c'est difficile d'avoir des idées qui frappent en tête. As-tu 3-4 hooks, mettons, que t'as en tête? Parce que j'en vois à tous les jours, mais toi, t'es la bête de marketing. Là. 100%. Ben, tu sais, on le voit au niveau, mettons, de toutes les entreprises, parce que souvent, c'est des jeunes qui vont comme accrocher puis bâtir une offre. Quand je dis une offre qui sort de l'ordinaire, c'est qu'on essaie avec du beau marketing, des belles phrases, de venir convaincre les gens. Puis, je veux pas mettre personne on the spot, mais tu sais, faire des millions de vues pour générer des millions de clients, asti, c'est pas la recette du succès qui va apporter ta business demain matin à se lancer puis à avoir justement des millions de clients. Les gens, ils vendent comme l'extase, hein, le rêve derrière ça. Fait que pour moi, de dire, on te vend 1 million de vues. Ça veut dire quoi, Chris, 1 million de vues? T'sais, je veux dire, c'est quoi cette offre-là, 1 million de vues? Je veux avoir des clients, je veux pas avoir de clients. Si ce que je dis, ou les vidéos que je fais pour avoir 1 million de vues, ça n'a aucune valeur, puis je n'aide absolument personne, ou du moins, je conscientise aucun client par rapport à un produit puis un réel besoin, mais 1 million de vues, ils serviront à rien. Ouais. On le voit avec même des étudiants qu'on a déjà travaillé ou des gens qu'on rencontre. Chris, le monde, ils ont des beaux réseaux sociaux, ils ont de la visibilité, mais ils sont pas capables de faire une esthéticienne avec ça. Ouais. Fait que comme... on dirait qu'il y a comme une genre de course peut-être au succès ou à l'argent. On veut en faire beaucoup, puis on veut promettre un peu n'importe quoi pour y arriver. Puis là, il y a des business que c'est comme, j'ai inventé un rack à souliers magique qui va... c'est comme aujourd'hui, le sujet fragile, l'économie est encore pas facile. Je me souviens de notre épisode 1 de la saison 1 du H2H Academy Podcast, on parlait de vendre dans une récession. Est-ce qu'on l'est? On le sait pas. Mais on est dans une économie qui est fragile. Fait que si, pour moi, ton offre
elle répond pas à un réel besoin, puis c'est juste toi qui se convainc là, que ah ouais, ça va aider le monde. Ça marchera pas. Ouais. Mais en fait, réponds-tu à quelque chose concret qui va te donner de la valeur à ton client? Ça, c'est un enjeu. Malheureusement, l'offre que tu viens de parler, souvent, la boucle ne se fera pas complètement. Il va pas avoir une stratégie pour ne convertir ces vues-là. Bon, puis il y a toute cette espèce de conquête là, de devenir viral à tout prix. Puis on va te faire dire des choses qui peut-être vont aller à l'encontre de tes valeurs ou à l'encontre de ta business, qui peuvent même être un couteau à double tranchant dans un certain point pour réaliser la promesse. Mais je suis d'accord avec toi. Puis tu as fait un excellent post Facebook cette semaine par rapport à ça, à niveau le marketing me dégoûte. T'sais, si t'es pas capable d'être authentique dans ta promesse, si t'es authentique, t'as beaucoup moins de reach, mais est-ce que t'attires les bonnes personnes? On pourrait débattre là-dessus pendant des heures, mais je caresse ta vision 10 sur 10 là-dessus. S'il faut qu'on se mette à dire n'importe quoi pour vendre un coaching ou vendre une consultation, est-ce qu'il m'allait faire d'autres choses dans ma vie? Là? Fuck off, Chris, on le sait, là, on en refuse, on doit refuser 90% plus de monde qu'on prend en appel. Ben, on a des premiers appels des fois parce que ça se faufile dans notre préqualification avec des petits... des self-booking. Ouais, des self-booking, des affaires comme ça. Mais la réalité, c'est qu'on disqualifie énormément de monde, nous, à l'interne. Puis pour moi, c'est là comme qu'il y a une... comment je peux dire ça? Discordance. Ouais, une discordance, une incohérence où est-ce que le monde veut faire de l'argent, mais ils veulent pas nécessairement aider, tu sais. Puis c'est comme ce point-là, il est important. Oui, faire de l'argent, c'est crissement important, c'est primaire, parce que si tu fais pas de l'argent dans ta business, t'es pas capable d'avoir d'employés, t'es pas capable de payer tes taxes, tes impôts, t'es pas capable de vivre. Fait qu'à quoi bon être entrepreneur si t'es pas capable de te sortir une pièce? That makes no sense, on est tous d'accord là-dessus. Mais il faut qu'il y ait un purpose. Si ton entreprise, tu veux qu'elle perdure sur le long terme, puis surtout dans une économie qui est un peu plus fragile comme ça en ce moment, il faut que tu sois capable de livrer un service qui va donner un bon résultat d'une façon ou d'une autre. Parce que si tu livres de la boîte, qu'est-ce que le monde va dire? Ben, intéressant. Ben, ils en parleront pas à personne. Non, c'est pas long brûler son nom aussi. Puis, tu sais, la magie des annonces publicitaires, c'est un peu ça. C'est que même si personne te connaît, tu peux avoir l'air d'un big shot. Si t'as moindrement un portfolio qui a de l'allure, puis tu mets un budget comme de 5 à 10 000 $ par mois, frais de gestion inclus, whatever, ben rapidement, tout le monde va t'avoir vu sur Internet. Fait que ça peut attirer l'attention des promesses qui sont un peu cheesy dans ce sens-là. Là, on parle surtout du vidéo. Là. Ouais. Je pense que où est-ce que tu voulais aller aussi, dans un contexte où l'économie, tu sais, comme tu dis, on le sait pas, si on est en récession, on dirait que les gouvernements veulent pas se mouiller là-dessus. Le taux de chômage fait vraiment bouger les indicateurs. Là. On en a parlé dans l'épisode 1, on reviendra pas là-dessus, mais en ce moment, on a une instabilité économique, puis on le ressent de la part de certaines industries en particulier. Fait que faire une proposition qui ne crée pas de valeur, ça devrait être la réflexion numéro 1 en tant qu'entrepreneur. Tu sais, pour ceux qui startent en business aujourd'hui puis qui nous écoutent, là, ton produit, il répond à une problématique. Est-ce qu'il va vraiment répondre à un besoin concret chez un client? Puis cette semaine, ça a donné que j'ai rencontré quelqu'un, puis il y a des superbes idées entrepreneuriales, mais il y a des timings pour lancer ces idées-là. L'idée, c'était un jardin intérieur pour les entreprises, puis l'idée, c'était de fournir des légumes aux employés. OK? C'est hot quand même. C'est super hot, c'est super trendy. J'entrais, tu sais, puis là, des légumes biologiques, je trouvais ça malade, mais j'étais comme, fuck, si tu choisis un créneau d'entreprise qui n'a pas extrêmement de liquidité, tu sais, supérieure pour pouvoir... D'extra, là. C'est ça, là. On n'est plus à l'air d'acheter des tables de ping-pong à nos employés. Il y a certaines business qui ont de la misère pour vrai. Fait que, tu sais, j'étais comme... Là, je posais la question, quelle problématique que tu réponds à l'entrepreneur? Là, il disait, c'est pas à l'entrepreneur que je réponds quelque chose, c'est aux employés, les légumes, ça coûte cher. J'étais comme, je te repose ma question, est-ce que tu réponds à une problématique à un entrepreneur? Puis là, on spinait autour de ça. Il y a des moments où est-ce que ça va être super work. Là, dans une économie où tout le monde a de l'argent puis on est prêt à en dépenser puis qu'on est comme, hey, cette année, au lieu de faire party Noël d'un restaurant, on va le faire dans le sud. Ces années-là, c'est là que j'aurais dépensé 4 000 $ pour un jardin pour mes employés parce que c'est le temps. Mais si tu es dans un contexte où c'est plus serré, ce genre de produit-là, il va marcher, il va finir par marcher, mais quand, c'est peut-être pas le bon timing. Ou du moins, il va falloir que tu trouves une niche qui performe financièrement solidement ou que ça fait partie de leur valeur fondamentale puis qu'ils vont prioriser ce genre de produit-là over le reste. Là. Avant toute chose. Puis tu sais, c'est là la différence, tu sais, dans l'économie dans laquelle on est. C'est l'entreprise qui va se permettre de se payer ça, clairement, elle se trouve pas à tous les coins de rue, là, on s'entend. Puis nous, notre point de vue puis notre façon qu'on travaille avec les clients, c'est quand même capitaliste. T'sais. Tu veux qu'on vienne t'aider, il faut que nous autres, on soit capable de te donner des résultats. Ça ne tente pas qu'au bout d'une couple de mois, tu dis « je suis pas capable d'en vendre ». Ouais, Chris, on le savait, on te l'avait dit au début. On veut pas s'embarquer dans ce genre de marasme-là où est-ce que c'est pratiquement impossible d'avoir des résultats.
Puis autant pour toi, puis tu sais, on veut pas... Le but, c'est pas d'enlever la vision à quelqu'un puis de dire « fais pas ça » puis va pas mettre ce projet-là sur la table. C'est juste que, économiquement, es-tu capable de survivre pendant une couple d'années là, jusqu'à temps que tu perces puis que tu arrives à trouver ça? Ça te tente-tu de vivre le style de chaos? Parce que c'est ça le chaos entrepreneurial, là, de pas avoir une scène qui rentre, t'as des enfants à la maison, t'as un toit à payer, faut que tu déménages dans plus petit. Tu sais, les gens en souffrent de ça, puis on en parle souvent, du volet dépression des business de même, mais dans le but de t'aider, faut que tu aies quelque chose qui va se vendre puis qui va pas prendre des années à le faire. C'est une erreur qu'on voit souvent. La personne trouve le projet cool. Tu n'es pas obligé de faire une étude de marché outre mesure. Est-ce que ça répond à un besoin? Non. Change d'idée. Mais en ce moment, c'est ça la réalité. Là, je pense que c'est l'important, justement, d'aller se faire challenger là-dessus. Parce que le monde, des fois, tu sais, puis toi puis moi, on a le volet entrepreneurial. Ça fait des années qu'on est là-dedans, puis on travaille là-dedans. Mais quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, mais qui est peut-être plus ingénieur, puis qui a les idées, ben il voit pas, justement, le concret du marché. Son idée, il pense qu'elle va se réaliser comme ça en claquant des doigts, mais il voit pas comme l'intangible qu'il y a derrière ça. Ah, Chris, c'est vrai, les entreprises n'ont peut-être pas d'argent pour ça. Il voit pas les objections qui vont arriver en cours de chemin. Fait que, tu sais, le meilleur, si tu as une idée comme ça, va consulter, va parler à du monde qui connaissent la business, qui connaissent ça, pour te faire challenger là-dessus. Puis n'aie pas peur d'aller te faire challenger. C'est important de le faire. Ouais, parce que si individuellement, tu penses que ton idée est bonne puis que tu as trop d'ego pour aller la faire challenger, c'est bien plate, mais ton juge final, ça va être le client, puis tu risques de manger une dégelée. Puis là, dans ce cas-ci, ben là, on parle, puis c'est ce monsieur-là, mais il y en a d'autres, là. Ouais. Des gens qui ont investi à leur fonds de pension, fonds de retraite, 500-600 000 d'achat d'inventaire pour un produit révolutionnaire, mais que personne n'a besoin dans le timing. Je pense pas que c'est pas bon, là, cet exemple-là. Pour vrai, j'y ai dit, j'ai mon jardin chez nous, j'ai 2000 pieds carrés de jardin, on mange des légumes bio, je comprends le purpose, mais si ma business fait pas d'argent, c'est sûr que c'est pas ma priorité. Genre, comment je peux sauver la paye de mon adjointe pour pas qu'elle se pousse parce que je suis pas capable de la payer? Comment je coupe mon salaire pour me... C'est pas le temps de dépenser du overhead sur des choses comme ça. Mais, tu sais, je pense que c'est un peu l'essence de ce qu'on veut apporter aujourd'hui. Comme... Ton créneau est-tu porteur ou il l'est pas? Puis si ça fait 18 mois que tu te fesses la tête sur le mur de béton, là, ben là, ça, c'est pas très béton, là. On s'entendait avoir un son de béton genre, aussi. On m'entendait me faire mal aux doigts. Ben non, mais si tu te fesses la tête dessus, puis que ça marche toujours pas, c'est plate, mais le contexte qu'on était quand on a tourné ce premier podcast-là, c'est le même aujourd'hui. Ouais. On a quelques indicateurs qui commencent, on a des baisses de taux d'intérêt qui nous laissent voir que peut-être mais l'inflation est là encore, puis ça se perdure. Là, le prix du gaz a baissé en bas d'une pièce et demie, tout le monde capote. C'est pas la fin de cette histoire-là encore pour revoir générer des trésoreries extrêmes dans des entreprises. Il faut pas partir en fou parce que le gaz s'y baisse. Non, c'est ça. Là, moi, j'aime bien le catégoriser dans les « nice to have ». En anglais, c'est quelque chose qui est cool à avoir. T'sais, si ton produit est dans cette catégorie-là, ton produit ou ton service, que c'est le fun à l'avoir, ben clairement, tu as de l'instabilité qui va venir avec ça. Parce qu'il y en a qui vont trouver ça cool, il y en a qui trouveront pas ça cool, pas en tout, puis le pourcentage qui vont le trouver cool, si t'es prêt, il faut que tu le trouves, puis ça va être la job. Tandis que tout ce qui est retour sur investissement, puis là, éventuellement, que ce soit pour des business ou pour monsieur, madame, tout le monde, mais tout ce qui est un retour sur investissement, les gens vont continuer à investir là-dedans, ils n'auront pas le choix. L'entreprise... Puis, tu sais, même s'il y en a beaucoup qui ont de la misère encore à investir là-dedans, mais crème du bon marketing, tout le monde va en avoir besoin. Fait que c'est pour ça que les agences marketing, ils thrive, puis que le monde sont capables de vendre la promesse un peu à obtient des millions de vues et des millions de... C'est pour ça que ça marche, parce que le monde, il en a besoin, puis ça va continuer d'être ça. Alors que le jardin à l'intérieur de la business, ben, avant qu'on soit rendu là... Ouais, ou l'événementiel, tu sais, je veux dire, on a déjà dépensé sur des activités de team building, mais si ta business est en précarité financière, tu vas-tu aller pitcher 20 000 $ pour une activité team building? Pas du tout. Fait que, tu sais, c'est un peu le même scénario qui se reproduit, tu sais. Puis j'adore le team building, puis si on a les liquidités pour le faire, on va être les premiers à le faire. Mais est-ce que c'est ma top priorité? Non. Pas vraiment. Faire vivre tout le monde. Faire vivre tout le monde, puis que ça se perdure. Puis, tu sais, d'ailleurs, pour les entrepreneurs qui sont en start-up ou pour ceux qui sont déjà en entreprise, qui nous écoutent, est-ce que ta business
est anti-récession, tu sais. On n'a aucune business qui va pas performer si on n'est pas en récession. Zéro. Je pense que c'est ma première réflexion. Qu'est-ce qui se passe si l'économie chie? Qu'est-ce qui se passe si l'économie Where va you bien? going? Genre, on la pivote à gauche, à droite, ou est-ce que le core va continuer à fonctionner? Puis j'ai pas une hostie de compagnie que quand ça va mal, ça va mal. C'est toujours, je suis capable de la corréler avec le contexte. Puis ça, je pense que c'est une réflexion. Si tu veux avoir une entreprise qui perdure sur 20 ans, 30 ans, faut que tu réfléchisses à ça. T'as pas le choix. Là. Ah, tu sais, il y a du monde qui ont la vision de. Puis, pour vrai, genre, je trouve ça vraiment le fun, puis beau à voir. Mais tu sais, les gens qui ont la vision de faire le style business, le prochain Apple ou ce genre de business-là, c'est merveilleux comme vision, tu sais, mais j'adhère pas dans le sens que pas que je crois pas en la personne ou que je crois pas en le projet. C'est que le pourcentage de business... Je suis un gars de chiffre, Calis, là. Le pourcentage de business qui va se rendre là, c'est tellement mince. Fait que de mettre mes œufs dans ce panier-là, c'est comme si je disais qu'à la bourse, je mettais tout mon argent dans des projets spéciaux puis des petites startups puis je mettais juste mon argent là-dedans à tabarnak. Oui, ça peut être crissement payant, mais il y a des bonnes chances que je mange une sacrément de volée. Là, Ouais, puis là, ça fait combien d'années là, qu'il n'y a pas un nouveau GAFA, là? Il n'y en a pas, là. Ça monte pas de même. Là, c'est ça, tu sais, puis je suis d'accord avec toi, puis c'est un peu... J'apprécie les gens créatifs. Oui. On a besoin de ça dans notre société, puis on a besoin de ces précurseurs-là pour ouvrir des voies. Mais tu as raison que je me remets quand j'étais un jeune entrepreneur. Je faisais pas longtemps, puis je me disais, essaye pas de révolutionner la roue, là, genre poser du bardeau, ça peut être une crise de belle business. Je veux dire, ouais. Mais comme, peux-tu poser du bardeau, mais être la meilleure compagnie de toiture à Montréal? Oui, tu peux. Ouais. Ça, tu peux tout travailler sur chacun de ces départements pour être capable d'être la meilleure. Puis down the road, tu vas avoir la plus belle business pour toi, pour te permettre de réaliser tes objectifs à toi. Mais tu sais, si tu as envie d'être le prochain Elon Musk, tu as tout mon respect, mais nivelle tes attentes parce que c'est même plus une proportion. La proportion est tellement faible que ça n'en est outrageux. Plus que ça va être faible. J'aimerais revenir à un point que tu as soulevé tantôt, tu sais, justement, d'être un peu recession-proof, tu sais, puis d'être capable d'être imperméable à ça, de faire en sorte que s'il arrive des choses, qu'on puisse se retourner. Dans la dernière année, nous, on le voit, puis on l'a vu sur les médias sociaux avec d'autres entrepreneurs. Moi, il y a deux choses qui attirent mon attention particulièrement. Un, aller déléguer des salaires ailleurs. Tu sais, ça va je sais pas pour toi, mais moi, je pense que ça va devenir extrêmement concurrentiel dans le sens que les gens n'auront plus le choix à un certain point, où est-ce que les marges rapetissent, où est-ce que la compétition est plus féroce, d'aller déléguer des salaires ailleurs. Puis ça me fait penser à David qu'on avait reçu sur le podcast qui, là, lui, délègue, en fait, embauche des gens de Madagascar pour des salaires, 3 fois moins chers. Qu'est-ce qu'on paierait ici, à peu près? 50% moins cher, disons. Ouais. Mais tu sais, je suis d'accord avec toi que, justement, tu es en récession, tu peux avoir 3 employés pour le prix d'un. Là, c'est un sujet qui est très sensible. Tu es d'accord ou tu l'es pas, puis on prendra pas position aujourd'hui, je pense. Personnellement, je suis comme... On est habitué de prendre des positions. Tu peux prendre une position. Prendre une position. Chris, on changera pas aujourd'hui parce qu'on a des micros. Là. Celle-là, je suis pas encore fixé sur ma position. OK, pourquoi? Yes, je suis pas fixé pour vrai. D'enlever des jobs ici, maintenant? D'enlever les jobs ici, je suis pas fixé encore. Je suis comme... Puis tu sais, peut-être parce que je vieillis puis je me ramollis sur mon côté capitaliste, maudit tabarnak. Mais bon, il y a 3 ans, je t'aurais dit, on délègue 50% de la business au Madagascar, je m'en calisse, let's go, faut qu'on fasse du profit, faut qu'elle grind. Ouais. Maintenant, on est rendu à maturité, on court plus après nos piastres, on gagne bien notre vie, elle flotte, elle va bien. Fait que j'aime les employés que j'ai, j'aime la proximité, j'aime savoir que, bon, Crime, elle va avoir telle personne dans le business va avoir un deuxième enfant, de voir ce contact-là. J'aurais pas cette proximité-là avec la personne au Madagascar, que je parlerais en visio, que j'ai aucune idée c'est qui. Quoique, à some point, David nous dit, ça change des vies. Oui, c'est ça. Je suis un peu mitigé, mais j'ai pas arrivé à prendre ma position. J'étais pro ça à l'époque parce que j'étais comme on sauve les marges. Puis aujourd'hui, un peu moins. Mais parce que l'entreprise est rendue à maturité. Ouais. OK? Parce que si j'étais en start-up, je pense que je t'aurais dit, hey, moi, j'ai besoin de cash pour vivre. Fait que ça, on coupe. Parce qu'au début, on se payait rien. On se payait pas $1. Fait que là, peut-être que ma réflexion un peu plus égoïste, égocentriste, aurait été de dire, je vais protéger mon capital pour moi, puis je vais aller vers cette ressource-là. Je peux pas juger quelqu'un qui va le faire pour sauver son entreprise. Puis je veux pas juger personne. Je pense que c'est une question de valeur fondamentale. Si tu décides de baisser ce que tu payes comme salaire pour en donner à d'autres places,
Mais comme, un moment donné, on s'en va vers là, ni plus ni moins, puis on a des clients partout à travers la planète. On en a en Turquie, on en a à Puerto Plata, Mexique. Tu sais, je veux dire, on en a eu d'un peu partout. Fait que quelque part, si on engage des gens là-bas aussi, ben, tu sais, on va devenir à être pas mal international. Peut-être que le next step, ça sera l'embauche, mais il faudra le tester. J'ai comme plusieurs croyances limitantes encore à cet égard-là. Mais non, pour une fois, je suis pas fixé. Ah ouais, ok, Tu pensais ah, que mais oui, jamais. non. J'étais comme va rentrer. Moi, tu vois, moi, je suis fixé sur shoot. mon opinion. Moi, je suis d'accord de le faire, dans le sens que... Puis ma position est vraiment différente que l'aspect capitaliste, mais dans le sens que quelqu'un ici, là, avoir une opportunité d'emploi, là, puis avoir un bon salaire, là, man, sors dehors, esti, comme des bords, APL, tu vas en avoir une bonne job, il y en a du monde qui vont te l'offrir, la job. Alors que pour moi, dans une économie comme là-bas, en Afrique, Chris, ils n'ont pas cette chance-là, puis ils n'ont pas cette... comment on peut dire ça? Tu sais, ici, malgré qu'on est un peu en récession, mais tu sais, je veux dire, on a accès à tout, là. Chris, si t'es pas capable de trouver une job qui est payante ou moindrement à tes attentes en 2024-2025, moi te le dire, c'est parce que tu te pognes le cul. Ouais. Puis moi, c'est comme cet aspect-là des gens qui sont comme « Ah, mais là, on délègue des jobs. » Chris, là, il y en a plein des opportunités. On en manque d'emploi. Si t'es capable de démontrer ta valeur, puis c'est là que c'est important de savoir se vendre, dans la vie, là. Si t'es capable de démontrer ta valeur, je peux comprendre. Des gens qui ont des problèmes, pas de confiance en eux, peut-être pour faire ça. Ou des conditions particulières. Des conditions particulières. Je respecte ça à 200%. Mais mon point, je généralise. Ici, on est dans un marché qui est fertile où est-ce qu'on a beaucoup d'opportunités alors que là-bas, eux autres, ils n'en ont pas. Fait que pour moi, ce volet-là, ça me dérange pas du tout de prendre une job d'un Québécois puis de l'envoyer là-bas. Puis au point de vue économique, cependant, là, je ferais le calcul. C'est-à-dire, hey, je sais que je m'attends pas à ce que j'ai quelqu'un là-bas qui est aussi performant que quelqu'un que j'ai ici. Parce que, évidemment, comme tu l'as dit... C'est encore une ironie. Là, ben, c'est ça, tu sais. Moi, je veux dire, c'est évident, là, tu sais, que ça sera pas aussi performant. Fait que oui, je coupe dans le salaire, mais tu sais, je vais avoir plus de back and forth à faire, plus de ci. Fait que ça me prendrait le côté des chiffres pour faire une embauche qui est logique. Mais ironiquement, c'est ça qui m'amène peut-être à bouger de l'autre bord. Parce que David était comme, je te jure, tu vas trouver des employés plus performants que ce que tu engages ici. Puis là, j'étais comme, oh, ouais, talk to me, puis explique-moi. Il était comme, c'est vraiment du monde qui veulent travailler puis qui sont mobilisés. Tu sais, nous, on a bâti des entreprises avec des gens qui sont impliqués comme si c'était leurs entreprises. Ben oui. Mais tu sais, un soudeur ou un gars d'usine, tu sais, mon père, il travaille chez Olimel, là, 50% du staff, ce sont des immigrants qui viennent travailler d'ailleurs. Pourquoi? Il n'y a plus un petit Québécois qui veut aller attacher puis pendre du poulet, man. Mon père, il est comme, ça n'a pas de bon sens, ça le dérange pas, mais il est comme, on s'en va où avec ça? Fait que t'as raison, le besoin, l'offre d'emploi est là, mais les entreprises d'une certaine envergure, si ils vont pas engager à l'international, sont fourrés, là. Ouais. Ça marche pas. Fait que ça dépend vraiment du contexte. Fait que dans le cadre d'une PME, si on n'est pas capable de combler le poste, mettons ici, ben là, oui, là, ma décision serait plus facile, mais tu sais, je comprends ton point de vue aussi, mais sérieusement, David semblait me dire qu'on aurait probablement des employés plus performants que les nôtres. Ah, ben tu sais, moi je suis pas d'accord parce que les nôtres sont très performants. Pis, oui, on s'en occupe bien, mais je suis d'accord que dans certaines industries où est-ce qu'il y a une distance, et nous, on est une PME puis on est à proximité avec nos employés. Quand tu es rendu que tu as 6 000 employés, ben là, évidemment, il y a de l'efficience qui se perd là-dedans quelque part. Là, fait que peut-être que quelqu'un qui lui, la veut, la petite job, qui est prêt à tout donner, ben ça va changer la donne sur la performance. 100% d'accord. Ouais. J'ai un dernier point que je voulais attaquer par rapport à ça, puis justement l'imperméabilité, encore une fois, pour les entreprises d'être recession-proof là-dedans, les high. Oh my God. Ouais, parce que Chris, ça prend ses parties prenantes là, quand même de nos réalités. Ça compte des jobs, tu sais, où ça le faisait dans le passé, autant que les robots ont remplacé du monde sur la chaîne. Mais tu sais, là, aujourd'hui, si on regarde dans le volet des petites PME, ça commence à prendre la place du monde. Et puis honnêtement, je dois faire une confession, là, je suis mauvais en hostie avec les high. Je suis heureux d'être ton partner parce que ça va beaucoup trop vite pour moi, ces choses-là. Tu sais, j'ai même pas de compte Instagram. Tu sais, je suis comme, il y a certaines choses que je suis vraiment en retard. Tu sais, puis c'est là qu'on fait une belle, un beau duo en termes de complémentarité, mais je vois ce que vous faites avec les high, puis ça dépasse ma conception. Tu sais, ça va vraiment trop vite pour moi, puis tu sais, je rame à devenir up-to-date, mais je pense que ça devient un no-brainer. Ouais. Sur des tâches ultra cléricales, là, Pierre, là, tu sais, vous m'arrivez toujours de même. Là, Pierre-Luc, tu vas rentrer ça dans telle boîte, tac, 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 pèse sur send, tout va se faire.
Puis à chaque fois, cette semaine, genre, j'avais 2 clients, j'étais comme, ils parlaient des AI, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a implanté. Là, je remplis tout, je pèse sur scène, tu envoies les courriels, tout, papa. Il était comme, what the fuck? Mais j'étais comme, tu sais, pour des tâches très, très cléricales, je suis 100% d'accord. Pour le montage vidéo, ça, c'est sketch. on l'a testé, mais c'est un peu baboche, mais... Mais, tu sais, moi, il y a une place que, évidemment, on sera pas d'accord jamais ce que ça prenne, puis c'est dans la vente, tu sais. Non. Le jour que un AI, tu sais, ça, c'est comme ça qu'on train aussi. Mais quand on voit du monde qui font le setting, que ce soit nos clients ou notre monde à l'interne, mais quand on voit du monde qui font du setting comme un AI, on est comme... C'est parce que là, on peut te remplacer par une intelligence artificielle. Là, tu comprends? Là? Fait que genre, ta vente n'est pas assez human to human dans le moment. Puis pour moi, c'est là la style ligne. Du moment que tu peux être remplacé par un AI dans tes ventes, mais tu as perdu le H2H. Là, oublie ça. Il y en a qui sont pros pour ça. Là, puis moi, parce que j'ai été peut-être un peu baveux la dernière fois, quelqu'un qui était comme « Ah, tu pourrais tout déléguer ça. » J'ai comme fait un petit emoji de vomi là, pour faire comme « Je veux pas déléguer comme mes conversations. » C'est normal que la personne qui fait... Pourquoi? La personne fait une promesse dont on va déléguer tes ventes. Parce que le monde, ils veulent pas aller adresser le problème de comment vendre, puis de « Ah, moi, une personne, les vendeurs, c'est tous des peddlers. » Bon, OK, parfait. Fait que là, au lieu d'adresser, moi, ce que je dis à tout le monde, c'est regarde ton nombril, puis comprends c'est quoi ta responsabilité, puis comment tu peux t'améliorer dans le process pour justement améliorer tes ventes. Mais tu sais, si j'ai un AI qui le fait à ma place, je délocalise le problème et c'est pas super, ça roule. C'est sûr que si je tire à la mitraillette avec mon AI sur 2000 leads qui sont entrés, m'avoir des ventes. Mais je vais checker ton coût d'acquisition, puis si on avait une inférence, on a mis avec un humain, là, puis on mettrait un humain là-dedans, là, il se créerait de l'efficience, puis ça s'améliorerait. C'est pas facile faire de la vente, c'est pas facile faire du développement des affaires, mais celle-là, c'est un non négociable. That make no fucking sense. Quand vous parlez un chat, là, un chatbot, là, ça paraît-tu que c'est pas un humain? Là? Hey, moi, le monde, là, pis tu sais, il peut arriver des moments. Sur LinkedIn, on l'a utilisé longtemps. Si tu l'utilises avec vraiment du doigté, il y a matière à tirer ton épingle du jeu. Mais aussitôt qu'il ouvrait une conversation... Pour les openers. Ouais, exact. Aussitôt que ça ouvrait, ça lâchait. Là, c'était l'humain qui prenait le dessus sur la conversation. Puis ça, je pense que ça va toujours être un essentiel, puis une obligation. Là. Mais on essaie de l'expliquer à un humain comment bien le faire, puis c'est difficile. Tu sais, je veux dire, tu essaies d'expliquer comment bien interagir avec l'autre personne, être... compréhensif de sa situation, empathique là-dedans. Émotif. C'est ça, l'intelligence émotionnelle a tellement de place dans la vente que tu sais, en tout cas, il y a peut-être, là, je vais me démentir un jour peut-être, mais on va pas remplacer ça jusqu'à temps qu'on n'ait pas le choix. Si j'ai un gun sur la tempe, je le sais pas, là. Mais comme avant de remplacer ça, faut que je sois prête de perdre beaucoup de ventes dans ma business puis beaucoup de revenus qui vont en sortir de là. Je pense qu'on peut aussi partir sur un fondement. Tu sais, nous, on n'accepte pas 30% de closing. Ben non, OK? Effectivement. OK? Les ventes vont bien! C'est quoi ton taux de closing? 29%. C'est fucking crap, man! Genre, là, moi, je suis comme, quand nos gars sont comme, ben là, je dis nos gars, parce que c'est tous des gars aux ventes, là. Ça donne de même. J'ai déjà eu des femmes, puis whatever, là. Mais bon, essentiellement, quand Étienne me dit 68%, je suis comme, il va falloir qu'on se refasse des meetings puis on remonte ça à 80, tu sais. Fait que, tu sais, puis quand j'explique ça aux gens, les gens ne comprennent pas. Mais c'est ça la différence dans l'approche H2H. Mais comme je dis, tu peux tirer à la mitraillette, tu vas finir par en avoir du succès. Si tu es habitué d'avoir 25% de tout closing, il y a fort à parier que le AI va te torcher finalement. Ouais, parce que t'es déjà mauvais. Mais si je t'amène à 80% de tout closing, si je t'amène à 80% de tout closing, tu ne voudras jamais revenir en arrière. Puis c'est ça la médecine H2H. Si je te fais comprendre comment tu peux interagir avec les humains de la bonne façon, puis d'avoir des relations sincères et authentiques qui closent, puis des contrats à long terme avec tes clients, puis du plaisir à travailler avec eux, t'en voudras pas de ton AI. Mais pour le reste... Ben, c'est là que je voulais aller. Dans le reste, on a bifurqué légèrement, mais je pense que c'est important qu'on le nomme parce que c'est qu'il y a du monde qui nous en parle puis je me fais poser des questions. Hey, là, AI, je me dis ça, puis je suis comme, touche pas à ça, apprends-les toi-même si tu fais pas ça. Je dois te dire que je pense, là, je suis pas paranoïaque, là, mais je pense qu'on va y arriver, qu'on va avoir un AI qui va être trained à parler comme nous puis à comprendre comme nous. Tu sais, je veux dire, j'ai vu récemment, là, c'est sûrement parce que je suis en retard, mais il y a des gens qui datent des AI. That's fucking crazy, man! Puis ils se font des blondes d'intelligence artificielle ou des chums intelligence artificielle, puis ils train à y dire ce qu'ils veulent entendre. C'est fucking crazy, mais je me dis comme, si on est rendu là, on n'est pas tant loin d'avoir un AI qui est capable de comprendre l'émotion
puis qui peut être entraîné pour ça. On va vivre d'une simulation. Scary shit, man. Scary Ah, shit. moi, ça me dépasse complètement. Mais tu sais, ça pour dire, je pense que les aides dans les entreprises, pas aux ventes, okay? Je pense que tout le monde a compris. Pas aux ventes, mais ailleurs, pour moi, je pense que c'est une belle façon de devenir un petit peu plus bulletproof aussi, malgré le fait qu'il y a des dollars à investir là-dedans. Ça reste que, tu sais, des gens, les humains vont faire des erreurs, alors que quand on le met dans le processus, quand c'est des tâches cléricales, comme tu as dit, il n'y en a plus d'erreurs. Ouais. Il n'y en a plus d'oubli, il n'y en a plus de ça. Ça sauve du temps, ça optimise les façons de travailler. Puis je pense que si on regarde en avant 5-10 ans, les entreprises qui n'auront pas fait le pas vers ça ne seront plus compétitives. Ça va être ça, moi, je pense. La peur que j'ai, c'est comme... Ils n'y arriveront pas parce que les marges de profit vont comme rester les mêmes ou commencer à baisser avec le temps parce que tout coûte plus cher alentour. Puis là, ils vont se rendre compte que, tabarnak, OK, mon employé, je suis dans un bon, il me coûte 35 $. Dans le temps, c'était 25 $. Mais cette tâche-là, tu pourrais la mettre genre d'une automation qui auparavant coûtait 3 000, mais aujourd'hui coûte 5 000 parce qu'elle a pris de la valeur, etc. Fait que ça, pour moi, c'est une belle façon. Puis je pense que toute entreprise qui voit grand devrait tranquillement faire le pas vers ça. On n'a pas de business là-dedans, hein? Je promoterais. Non, on n'a pas de parti pris là-dedans. De toute façon, en tout cas, ma capacité à embarquer dans une business là-dedans serait très, très minime. Fait que, essentiellement, je suis d'accord avec toi, puis je pensais pas. Mais ça va tellement vite que si on ne jump pas là-dedans, on manque le train. On va être fucked à un certain niveau. Fait que ça, je suis bien d'accord avec toi. Puis, tu sais, on se questionne toujours là, en instabilité économique. Là, on serre la ceinture ou on dépense plus? On dépense dans quoi? T'sais? C'est top. Fait que moi, je pense que c'est un doux mélange des deux, de sauver un peu d'argent, mais à quel prix pour nos valeurs fondamentales d'éthique? Et c'est un dossier extrêmement complexe qui fait que, tu sais, pour la sous-traitance outre-mer, j'ai vraiment un enjeu, tu sais, mais comme... C'est ça. Fait que voilà, ça wrap up un peu ça. Ça wrap up l'instabilité économique, puis pour vrai, tu réponds-tu à une douleur? Tu réponds-tu à une problématique concrète? Oui, ça va bien aller. Ouais. Es-tu vraiment concrète, là? Pas dans ta tête, là. Es-tu concrète, la douleur? Vas-tu créer quelque chose qui va apporter de la valeur pour ton client ou qui va régler une problématique? Ah, ben là on parle. Sur le marché pour de vrai. Ouais, maintenant, là. 100%. Hey, merci, PL. Super bon épisode. Un très bon retour. J'espère qu'on vous a pas trop brassé pour le premier épisode, mais inquiétez-vous pas, il y en a beaucoup à venir encore. All right. Merci d'avoir été avec nous pendant ce premier épisode de la saison 2. J'espère que ça part en feu pour vous aussi parce qu'on a aimé faire ce premier épisode-là, de faire ça en présentiel aussi. Je rappelle aux gens, si vous aimez ce genre de contenu-là, que vous avez envie d'en voir plus, première des choses, il va y avoir beaucoup d'invités dans cette deuxième saison-là. Donc, assurez-vous de vous abonner si vous voulez voir des histoires intéressantes, inspirantes d'entrepreneurs, si vous voulez comprendre un peu qu'est-ce qui se passe derrière des entrepreneurs qui sont en croissance, qui vivent des défis, des challenges, puis qui doivent faire des ventes malgré tout. Donc, merci beaucoup d'être là encore une fois. On se revoit dans un prochain épisode.